Bonsoir à tous et à toutes. On va démarrer. Je vous rappelle que vous êtes accueillis ce soir à la lingerie des Grands Voisins et que le bar reste ouvert pendant la conférence. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez boire un verre, c'est possible. On remercie la lingerie des Grands Voisins de nous accueillir. Je suis Solène Mouret, architecte au CIE de Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e soirée des petites conférences proposées avec Paris et Métropole Aménagement sur ce site de Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'est le 4e rendez-vous après avoir abordé l'héritage bâti de ce site et puis le réemploi des matériaux et enfin l'urbanisme collaboratif. Ce soir, on va s'intéresser non pas à l'espace bâti, mais plutôt à l'espace non bâti, tout ce qui fait les espaces publics sur ce site et comment, surtout, plus largement, aujourd'hui, se font les espaces paysagers en ville. Comment réintroduire une nature en ville. Juste un petit mot de rappel, puisqu'il est important de rappeler que ce secteur où nous sommes de Saint-Vincent-de-Paul se caractérise vraiment par l'ampleur et la diversité de ces jardins, qu'ils soient accessibles au public, les jardins publics et les squares qui vous entourent, mais aussi toutes les institutions privées qui disposent de grandes emprises. Et on a, donc juste à côté, je crois que j'ai un petit pointeur, le couvent de la Visitation qui dispose de donc un très grand jardin mitoyen qui fait plus de 14 000 m² tout de même. Vous avez aussi le jardin des œuvres des jeunes filles aveugles qui fait environ 3 898 m². Alors c'est plus du environ d'ailleurs, mais environ. Et enfin la Fondation Cartier qui dispose d'un jardin de plus de 3 000 m² également. Donc on est quand même dans un secteur où les espaces naturels ont un enjeu pour être de véritables corridors ou réservoirs de biodiversité. Donc ce site de Saint-Vincent-de-Paul, dans sa transformation, dans ce qui va être un écoquartier, mérite une attention particulière. Donc, non seulement par ce tissu particulier de jardin qui le caractérise, mais aussi par rapport à tous les enjeux de la ville de Paris actuelle, qui sont bien évidemment le plan biodiversité dont la ville est dotée, et également le plan pluie, sur lesquels le site de Saint-Vincent-de-Paul est un véritable projet pilote, et surtout d'envergure, parce que vous l'avez vu précédemment par l'image, c'est un site qui donc, fait 3,4 hectares, donc c'est quand même un site de grande ampleur de projet dans Paris, et donc qui mérite toute cette attention. Donc, pour aborder toutes ces questions de préoccupation sur la présence de l'eau et la biodiversité en ville, tout ce qui fait qu'une ville on appelle aussi aujourd'hui il y a la ville résiliente, donc capable de répondre aux enjeux climatiques, aux grands défis des inondations. Donc j'ai à mes côtés l'équipe de Verger Urbain avec Clément Giton et Juliette Crène, l'équipe de l'agence. Pardon. Non, ça marche plus. Si, ça marche. L'agence qui est là. Il faut que je me tourne vers vous, en fait. Excuse-moi. Lucas Olivreau et Lily Catroa, merci d'être là ce soir, donc de l'agence Empreinte Paysage, donc maître d'œuvre sur le site de Saint-Vincent-de-Paul. Et enfin, Thierry Métro de l'agence ATM, donc agence Thierry Métro, qui nous accompagne ce soir pour cette conférence. Alors Thierry, je vais te passer dans la parole dans un instant. Donc vous êtes urbaniste et hydrologue. Donc l'agence se caractérise vraiment par ses travaux d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est exactement cette mission que tu as sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, accompagnement à la maîtrise d'ouvrage sur les sujets de l'eau et de la biodiversité, mais ça fait vraiment de nombreuses années que ces préoccupations innervent la façon dont tu fais les projets de manière globale pour ne plus traiter l'eau de manière technique, mais vraiment en interaction avec le projet de paysage. Et donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter comment vraiment la question de l'eau de pluie sur un site, et à Saint-Vincent-de-Paul, il y a vraiment des objectifs, vous le verrez dans les dossiers de presse qui circulent dans la salle. Cet objectif de zéro rejet, c'est pas très joli, zéro rejet, mais ça veut dire zéro rejet de pluie. Donc c'est vraiment une nouvelle gestion des eaux de pluie à faire en ville et en situation urbaine. Je te passe.
Bonjour. Donc, je vais vous parler de la gestion de l'eau pluviale dans les opérations d'aménagement. Je finirai en parlant de Saint-Vincent-de-Paul, mais au départ, je vais plutôt parler d'une histoire récente de la gestion de l'eau de pluie dans les opérations d'aménagement. En fait, souvent on dit voilà, c'est l'urbanisation qui a créé des inondations en milieu urbain. Par exemple, là, c'est un territoire qui est juste à l'est de Paris. Et on voit bien qu'en fait, au XXe siècle, l'urbanisation a galopé, hein, en passant d'ici 18e jusqu'ici en 1994, mais en réalité en 1950, c'était pas très différent. Et en fait, effectivement, ça a créé énormément d'inondations parce que, par exemple, un hectare, je vais très très vite, mais un hectare d'espace vert, quand il pleut, une pluie par exemple, une pluie importante, une pluie d'orage, eh bien ça génère par exemple 50 litres seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous tirez une chasse d'eau, le débit c'est 3 litres seconde, 2 litres seconde. Là, un hectare d'espace vert, quand il y a un gros orage, ça génère en point bas, là où c'est le plus bas, 50 litres seconde. Mais un hectare imperméabilisé, ça génère 7 fois plus. Donc, et juste pour un seul hectare c'est 10 000 mètres carrés, c'est très peu. Et vous voyez, rien que si on passerait donc d'un tuyau de 30 cm à un tuyau de 50 cm. Et c'est pour ça que, alors, au-delà de l'imperméabilisation des sols, souvent on associe les inondations à l'imperméabilisation des sols, au-delà de ça, ce qui a beaucoup joué dans les inondations en milieu urbain, c'est non pas le fait d'imperméabiliser, c'est surtout le fait que on a raccordé systématiquement les eaux pluviales au réseau public. Vous voyez, là, par exemple, c'est une image des années, on va dire, début du XXe siècle, mais en fait, c'est relativement urbain. Et pourtant, il y avait peu d'inondations à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand l'eau de pluie tombait, elle avait un long parcours avant d'arriver au point bas. Et du coup, cette courbe-là, elle est très douce. Or, ce qui fait l'inondation, souvent, c'est des pics beaucoup plus importants. Et si on passe à une urbanisation d'aujourd'hui, eh bien en fait, on voit que toutes les eaux pluviales sont raccordées systématiquement au réseau, aussi bien les maisons, le bâti, que les voiries, que les espaces publics. Et on voit bien que la courbe de l'orage, elle est restituée immédiatement dans les points bas. Et c'est ça qui a créé les inondations. C'est important de comprendre ça parce que souvent on dit c'est la ville qui crée les inondations. Non, c'est comment est-ce qu'on construit la ville qui crée les inondations. C'est ça qui est très important. Voilà, ces inondations qui sont assez récurrentes et c'est pas forcément en milieu méditerranéen. Partout en Île-de-France, il y a des inondations comme celle-ci. Pendant très longtemps, disons dans les années 80, ça a commencé dans les années 80, les collectivités publiques se sont dit ok, il va falloir qu'on fasse des bassins de retenue, des bassins de ce qu'on appelle le stockage-restitution. C'est ce genre de choses, bassins enterrés, bassins à ciel ouvert. Donc une approche quand même très hydraulique, c'est-à-dire on raisonnait débit, on raisonnait fluide. L'eau pluviale était un déchet. L'eau pluviale, c'était pas quelque chose de naturel. Donc, forcément, on sortait l'artillerie lourde de l'assainissement, et notamment les bassins, des boîtes en béton. Voilà. Donc, l'eau n'était pas valorisée. L'eau de pluie n'était pas valorisée. Alors que quelques décennies plus tôt, l'eau de pluie servait à arroser son jardin ou servait à arroser ses plantes. Dans les années 70-80, c'est fini tout ça. Et donc, on a ce genre de bassin. Partout en France, il y a ça aujourd'hui. Et avec un problème de pérennité, d'entretien, même de coût d'entretien d'ailleurs. Et même de coût d'investissement. Un bassin comme ça, qui n'est pas entretenu, qui n'est pas pérenne, ça coûte quand même 1 000 € du mètre cube. C'est très cher. Et donc à cette même époque, on va dire les années 90-2000, on s'est dit non, il faut arrêter de demander que des débits de fuite. Il faut essayer de faire en sorte que les aménageurs produisent autre chose, c'est-à-dire toujours cette fonction hydraulique, de stockage, mais qu'on ait d'autres usages. C'est comme ça qu'on a commencé à superposer les usages pour créer l'entretien, la pérennité des dispositifs. En gros, un square comme ça, même s'il sert à gérer les gros orages, il sert surtout à être square la plupart du temps, et c'est pour sa fonction square qu'il est entretenu, et non pas pour sa fonction hydraulique. Mais comme il est entretenu pour sa fonction square, il est donc du coup entretenu pour sa fonction hydraulique. Ça crée la pérennité des dispositifs de stockage. Et puis, depuis, on va dire, les années 2000, 2010, on commence à dire le zéro rejet. Alors, zéro rejet, c'est assez barbare comme
c'est même, on a l'impression que c'est une grosse contrainte. Quand ça nous tombe sur la tête, on ne sait plus quoi faire, zéro rejet. On ne peut plus se raccorder au réseau, c'est ça que ça veut dire. Et ça fait comme 50 ans qu'on se raccorde au réseau. Et donc du coup, forcément, les aménageurs ou les promoteurs ou les acteurs de l'aménagement ne savent pas vraiment quoi faire de cette contrainte et le voient comme une contrainte. Alors qu'en réalité, le zéro rejet, c'est positionner l'eau pluviale comme ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une ressource. Une ressource pour alimenter les nappes, une ressource pour créer des îlots de fraîcheur et être résilient au réchauffement climatique. C'est une ressource pour utiliser l'eau pluviale pour les toilettes. C'est une ressource pour alimenter les espaces verts. Petite anecdote, on parle souvent de recyclage des eaux de pluie pour les toilettes ou n'importe quoi. Enfin bref, ça fait des articles dans des journaux. Mais en fait, rien que d'alimenter quand il pleut les espaces verts par l'eau de pluie quand elle tombe au sol, c'est rarement fait, c'est jamais fait. Marchez dans la rue, regardez comment c'est réalisé. Et en fait, quand il pleut, l'eau va dans les tuyaux, elle ne va pas alimenter les arbres, elle ne va pas alimenter les espaces verts, ce qui est quand même une hérésie totale. Et donc le zéro rejet, eh bien, ça évite de tout mettre dans les tuyaux comme ça, et plutôt d'infiltrer pour recharger les nappes, comme je le disais, mais aussi d'être résilient enfin, d'essayer d'accompagner le réchauffement climatique, comme je le disais aussi. Et parce que, par exemple, la canicule de 2003, qui commence maintenant à être ancienne, en tout cas elle a surpris tout le monde, et surtout 10 000 morts de plus que d'habitude. Et ces 10 000 morts de plus provenaient de ce manque d'amplitude thermique entre le jour et la nuit notamment, pour faire en sorte que le corps humain puisse se ressourcer. Or, un square de 100 mètres carrés abaisse la température d'1 degré 100 mètres autour de ce square. Cet espace vert permet de baisser la température d'1 degré par évapotranspiration. Ça, ces photos-là, c'est pris à Stockholm, où j'avais travaillé dans le cadre d'un groupe de travail sur l'arbre en ville. Et en fait, ces arbres ont été plantés 5 ans avant la photo, à la même taille. Ces fosses d'arbres sont individuelles et pas alimentées en eau de pluie. Et cette fosse d'arbre-là est linéaire et alimentée par l'eau de pluie. Et vous voyez très bien la différence de développement de l'arbre. En fait, la seule différence, c'est que quand il pleut, ceux de droite sont alimentés naturellement. Et donc, on voit bien que forcément, là, on est vraiment sur un outil d'accompagnement du réchauffement climatique. En fait, là, cette gestion de l'eau de pluie et le fait de planter les arbres va créer un îlot de fraîcheur, tout simplement. Ou ce genre de... Ça, c'est un Asnières, pardon, où en fait, on voit bien que là, c'est un projet. On a déconnecté les eaux pluviales du réseau public. On alimente, quand il pleut, ces bosquets, ces petits bosquets sont alimentés par l'eau de pluie. Donc, non seulement ça décharge les réseaux, ça alimente les nappes, mais en plus, ça crée des zones, à terme, quand ce sera bien poussé, ça créera des zones d'ombre, et ça crée des zones d'évapotranspiration, donc des îlots de fraîcheur. Cette photo que j'ai montrée tout à l'heure, qui était à l'époque fait pour la gestion des inondations, mais aujourd'hui, c'est aussi un équipement qui a été donc fabriqué pour être un square, mais aussi pour gérer les eaux de pluie quand il pleut très fort. Mais c'est aujourd'hui aussi un équipement qui permet d'être résilient au réchauffement climatique aussi. Ça c'est une étude qu'on avait fait avec la Pure sur le tissu urbain parisien. On voit bien que même sans dénaturer l'urbanité parisienne, qui est très importante, eh bien en fait, on voit qu'on peut passer de ça à ça relativement facilement. Et ça, c'est toujours de l'eau en moins dans les réseaux unitaires, donc dans les stations d'épuration, qui n'ont rien à y faire. Les eaux pluviales n'ont rien à faire en station d'épuration. Ou passer d'une minéralisation comme celle-ci à une minéralisation un peu moins forte, mais qui est tout autant urbaine, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que souvent, on dit, oui, faire des grandes trames vertes et bleues, etc., ou passer d'une ville minérale à une ville verte. Et en fait, il y a un curseur à placer, et on peut très bien arriver à articuler des micro-trames vertes à l'intérieur de la ville, sans que ça change fondamentalement l'urbanité. Et ça, c'est ça qui est très important. Donc, sur l'opération Saint-Vincent-de-Paul, on avait donc un des objectifs, c'est d'intégrer le zonage pluvial parisien, donc le Paris-Pluie, avec l'abattement d'une pluie de 12 mm, 12 mm en zéro rejet. Et pour vous donner un ordre de grandeur, parce que tout le monde ne le sait pas, mais une pluie décennale, la pluie par exemple qui fait qu'il y a beaucoup d'inondations, c'est 4 cm d'eau, c'est que 4 cm d'eau qui tombe.
Donc on voit bien qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est la gérer quand elle est concentrée. Mais là où elle tombe, on sait relativement bien la gérer. Et du coup, au-delà du pari pluie, et donc de cet abattement de la pluie de 12 mm, l'idée sur le projet Saint-Vincent-de-Paul, c'est de faire vraiment, d'aller plus loin que d'abattre cette pluie de 12 mm, mais de faire de l'eau de pluie une ressource pour la ville, une ressource, comme je l'ai montré tout à l'heure, et surtout d'utiliser cette eau comme résilience au réchauffement climatique, sachant que là, on est vraiment en zone urbaine très dense. Donc, gestion des pluies courantes. Aussi bien, alors donc, cette opération, il y aura des espaces publics et des espaces privés. Chacun de ces espaces-là gérera ces pluies courantes qui sont de l'ordre de 12 mm, plutôt par système ou bien d'évapotranspiration, ou bien là c'est plus l'évapotranspiration avec ces toitures végétalisées. Mais ça peut être aussi le recyclage des eaux pluviales pour les toilettes. Et là, on est là, on est capable d'abattre relativement facilement ces petites pluies. Traiter aussi les cours anglaises de façon autonome, c'est-à-dire que les cours anglaises, l'eau qui tombe dans les cours anglaises, eh bien en fait on aura zéro rejet, c'est-à-dire que en réalité on dévoie, en fait le bâtiment lui générera des eaux pluviales qu'on déconnectera des cours anglaises, et donc ce ne seront que les pluies des cours anglaises qui seront traitées dans les cours anglaises, ce qui évite l'artillerie lourde de l'assainissement qui sont les stations de relevage. Donc voilà. Quelques photomontages de ce que pourraient être les cours anglaises complètement autonomes. C'est aussi l'intégration faire des façades végétalisées, pour là encore être plus résilient au réchauffement climatique, mais aussi pour gérer les eaux de pluie. Et puis sur les espaces publics, gérer certes les plus courantes, comme vous voyez ici, en faisant des espaces verts qui vont reprendre les eaux de pluie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, avec des petites pluies, et ça c'est vraiment un profil de principe. Et les pluies fortes, pareil, en zéro rejet, c'est-à-dire que ou bien par système d'infiltration, ou bien par système d'évapotranspiration, pour alimenter les espaces verts qui seront réalisés dans l'opération d'aménagement. Je vous remercie. Merci Thierry. Alors c'est vrai que tout ça, c'est des concepts vraiment techniques. Alors on s'est dit que pour cette soirée, on allait prendre 2 questions à chacune des interventions, mais on refera un temps d'échange comme d'habitude en fin de soirée. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des enjeux assez techniques qui se posent, et on s'est dit ça mériterait de poser les questions juste à la suite de cette présentation pour que chacun puisse bien comprendre le principe de tous ces enjeux. Point de vue réglementaire, savoir dans quelle mesure on avait le droit d'utiliser l'eau de pluie pour les sanitaires et dans les projets d'architecture globalement. Est-ce qu'on a le droit de le faire et a priori? Alors, on peut pas faire. Vous m'entendez là? Oui. On ne peut pas faire tous les usages. Mais depuis un arrêté de 2009, on peut utiliser les eaux de pluie pour des usages domestiques de type toilette, ou même la machine à laver le linge, par exemple. Voilà. Et que ce soit d'ailleurs en logement privé, et que ce soit aussi en équipement public. Alors, peut-être, effectivement, c'est un sujet, la petite crèche, par exemple, toute petite crèche, peut-être pas, mais l'école élémentaire, ouais, par exemple. Dans les logements sociaux qui vont être prévus sur le site, les maîtres d'ouvrage vont prévoir d'alimenter les logements avec de l'eau de pluie. Tout le monde a entendu ? Puisque c'est un éco-quartier. La question c'était, est-ce que dans les logements sociaux sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, il y a prévu des alimentations en eau de pluie sur certaines des fonctions ? Alors, tout dépendra des promoteurs et des bailleurs sociaux, hein. C'est un choix qui leur appartiendra. Les études qu'on a faites, elles montrent que pour que ce soit rentable, pour que ce soit facilement amortissable, le recyclage d'eau de pluie, il faut qu'il y ait une forte consommation, une forte surface de toiture et une petite cuve. Donc ça marche très très bien, par exemple, pour des activités.
lorsqu'on a un pôle sanitaire avec plusieurs toilettes et on a une fréquentation type équipement public, en fait, clairement. Pour des logements individuels, c'est possible, mais c'est un vrai choix parce qu'en fait, l'amortissement n'est pas du tout le même. Parce qu'en fait, tout simplement, parce que donc il y a un fort investissement et que le prix de l'eau, peut-être que c'est dur de dire ça, mais n'empêche que le prix de l'eau est relativement bas, tout compte fait en France, par rapport à la valeur que ça représente l'eau d'ailleurs, en fait. Une troisième, mais une toute petite. Hein. Parce qu'il n'avait pas levé la main. En fonction de ce que vous dites, avec le plan Saint-Vincent-de-Paul, est-ce que, indépendamment des utilisations de logements, est-ce que la surface verte de Saint-Vincent-de-Paul est suffisante pour absorber l'eau, comme vous l'évoquiez dans votre présentation? Oui, bah oui, en fait, donc on a étudié et en fait on utilise, je pourrais vous donner le chiffre exact, mais on utilise de l'ordre de 50% de la surface d'espace vert. Donc on laisse la surface d'espace vert non inondée, sans eau en quelque sorte, même si elle est humide, pour faire ce genre de pratique. Voilà. Ça marche? Oui, super. Merci beaucoup. De toute façon, n'hésitez pas à y réfléchir encore. Il y aura un temps d'échange en fin de soirée. Je suis surprise, il n'y a aucune question sur cette histoire d'écoulement rapide qui nécessite un gros endroit de stockage. Sur tous les termes techniques, il n'y a pas de question, mais parfait. C'était très clair. Génial. Donc la deuxième partie de cette soirée est donc vraiment consacrée. L'idée, c'était de voir comment justement cette nouvelle gestion de l'eau peut impacter un projet paysager. Et donc l'agence Empreinte est là aujourd'hui. Donc une agence qui a été fondée dans les années 90 et donc qui fait la maîtrise d'œuvre sur le site de Saint-Vincent-de-Paul, donc avec Lilica et Lucas. Ça rime, c'est pratique. Ce qu'on a vu ensemble, c'est de vous présenter quelques références de l'agence pour voir comment il est possible de traiter l'eau en ville, dans des situations contrastées. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a discuté de cette soirée, tout de suite se sont apparues des contraintes. Finalement, la ville s'est imperméabilisée. Hein, Thierry vient d'en parler. La ville s'est aussi polluée. La ville c'est finalement quelquefois hors sol, on n'a pas de pleine terre. Voilà, il y a tout un tas de contraintes à prendre en compte. Et donc l'idée, c'est au travers des expériences de l'agence qui sont réalisées aujourd'hui, puisque bien sûr, sur le site, on ne va pas vous proposer une promenade dans les espaces publics aujourd'hui, évidemment, hein, ce sera pour plus tard. Néanmoins, donc, l'idée, c'est de voir comment l'agence travaille depuis plusieurs années sur la renaturalisation et l'intégration de l'eau de pluie dans vos projets. Je vous passe la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Alors, de par notre statut de paysagiste, on a toujours été naturellement très sensible à la question de la place du vivant en ville. Alors, le vivant, c'est le végétal, on pense avant tout à ça, mais c'est aussi l'animal, et c'est aussi l'être humain qui doit trouver sa place parmi tout ça et avoir une position bienveillante par rapport à cette nouvelle biodiversité qu'on installe en ville. Et pour ce faire, pour réussir à faire en sorte de réintroduire le végétal, l'animal, et que l'être humain qu'on vive dans des conditions beaucoup plus confortables en centre-ville, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment s'attaquer en premier lieu sur le substrat, sur la question du sol, de l'eau, et vraiment rendre le sol fertile pour pouvoir installer toute cette biodiversité en ville. Alors, dans ce qu'on va présenter, on va vous présenter deux projets qui sont très contrastés. Dans un premier temps, on va vous proposer de travailler de vous montrer sur un projet qui est à Amiens, qui travaille vraiment avec l'eau comme une nouvelle armature paysagère du quartier. Et dans un second temps, on va vous présenter un projet qui est dans un milieu aride extrêmement contraint, un quartier sur la dalle de la Défense.
Donc tout d'abord à Amiens. Amiens, c'est un quartier, c'est le quartier Gare et la Vallée, qui est un quartier de 100 hectares, qui se trouve entre un plateau ferroviaire, ici à la gare, la Tour Perret pour ceux qui connaissent Amiens. Donc sur un coteau qui est entre un plateau ferroviaire et le fleuve de la Somme. Au-delà de cette vallée, on a le quartier des Ortillonnages qui est très emblématique et identitaire d'Amiens. C'est un quartier qui est à côté du centre-ville, qui était et qui est encore aujourd'hui en grande partie constitué de friches d'activités et d'autres entrepôts qui n'ont plus trop leur place en centre-ville. Et ici, on est vraiment dans un quartier qui est stratégique, car on est à côté de la gare. Et l'idée, c'est d'en faire vraiment un quartier apaisé. Apaisé dans le sens où on est venu installer un vrai nouveau réseau d'espaces publics, où dans l'idée d'inviter les gens à utiliser leurs pieds pour se déplacer plutôt qu'utiliser des véhicules qui polluent et qui nous asphyxient. Et la grande idée de ce projet, c'était un quartier extrêmement minéral, extrêmement imperméabilisé. Donc le projet a eu pour but d'introduire fortement le végétal et l'eau au cœur du quartier. Et au fur et à mesure des opportunités foncières, du coup, il y a des grands espaces de dilatation, de grands espaces de respiration qui permettent d'installer des espaces publics qui accueillent du coup l'eau et le végétal. Je vais essentiellement parler je vais revenir ici, parce que l'idée aussi c'était dans le projet, tirer parti de l'eau et de l'exprimer, de le mettre en valeur, le mettre en scène sous toutes ses formes. Donc il y a l'eau de pluie, comme a raconté Thierry, il y a l'eau de la Somme, et puis par hasard, on a découvert que ce bâtiment-là, au milieu des années 2000, s'est construit avec plusieurs étages de parking souterrain, et qu'il a été construit dans la nappe phréatique. Et en fait, il y a un réseau exor. Alors c'est un mot barbare pour raconter que pour éviter que ce parking souterrain s'inonde, l'eau est constamment pompée 24 heures par jour, 365 jours par an. On s'est vraiment ému de se dire que là, il y avait de l'eau propre, de l'eau brute, qui était directement mise dans le réseau. De l'eau propre, de nappe phréatique, qui était du coup redirigée vers les égouts. Du coup, on a beaucoup bataillé pour réutiliser l'eau dans le projet, et ce que je vais décrire dans ces images-là. Donc, le premier parc qu'on a livré l'année dernière, le parc Nisso-Pelosov, ce parc, il a un usage urbain, donc il permet aux riverains de se promener, de s'installer, de jouer, de se rencontrer. Et il s'articule tout autour d'un petit canal qui est un peu le fil conducteur qui nous raconte ce rapport au coteau et ce rapport à la Somme qui est au fond. Et dans ce canal, en fait, on est venu récupérer ce réseau exor. Et gravitairement, l'eau coule du coup tous les jours, constamment, avec un débit régulier. Et vraiment le fil conducteur poétique qui raconte notre projet, qui vient accompagner des espaces engazonnés, du plus sec au plus humide, en fonction qu'on se rapproche de la Somme, avec des espaces qui peuvent s'inonder peu souvent, des prairies qui s'inondent un peu plus souvent, et puis de vrais bassins qui sont en eau permanente. Vous voyez plus près donc ce canal qui récupère cette eau, une eau gratuite, qui a débit constant. On a ouvert le gros robinet. Et l'idée, c'était aussi d'entretenir la mémoire de l'eau. On a pendant des années eu peur de l'eau parce qu'elle inondait, l'eau c'était sale dans les années 70, il y avait un peu des fonctions hygiénistes qui ont tout fait pour la cacher, comme le racontait très bien Thierry. Nous, on a plutôt voulu le mettre en scène pour qu'au quotidien, on ait toujours cette eau qui vient animer l'espace public. Donc ce petit canal est agrémenté de petits jeux, de petits moulins qui fait aussi que l'eau existe dans le paysage sonore et vient toujours vraiment porter la mémoire de la présence de l'eau et qui est porteur d'identité surtout d'Amiens, qui est une ville d'eau. Donc vous voyez ici ces petits jeux d'eau. On a des passages qui font qu'on marche et on voit l'eau qui passe sous nos pieds.
des jeux d'enfants qui ont été construits avec des jeux d'eau. Donc les enfants peuvent toucher l'eau et jouer avec. C'est vraiment un peu cette idée qu'on voudrait installer plus tard dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, c'est faire en sorte que l'eau, ça soit un vrai élément ludique, un vrai porteur d'identité, porteur d'animation, et qui soit source une vraie valeur de rencontre. Et là, ce sont les espaces qui sont près de la Somme, où les bassins, du coup, sont en eau permanente. C'est toujours la même eau de ce réseau Exor, qui vient, du coup, alimenter constamment ces bassins. Donc l'eau se renouvelle tout le temps et aérée. Et ce sont donc des espaces qui nous ont permis de très fortement diversifier la palette végétale du quartier, qui avant été très pauvre. Dès qu'on a inondé ces espaces, on a très vite eu des grenouilles qui se sont installées. Et donc toute cette masse végétale et toute cette eau participe à rafraîchir l'atmosphère, à lutter contre les îlots de chaleur et améliorer la qualité de l'air. Donc un projet qui parle de biodiversité et de pédagogie autour de la biodiversité. Ce qui était très intéressant, c'est que spontanément, il y a aussi une association de riverains qui s'est montée pour valoriser ces espaces des bassins. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment faire en sorte que les habitants s'approprient cette question-là, que ça ne devienne pas une contrainte en ville. Ce n'est pas la nature à côté des gens, mais c'est des gens qui vivent dans la nature et aussi en ville. Et on espère vraiment, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, pouvoir réitérer cette cohabitation heureuse entre des usages urbains et malgré tout la mise en réseau d'espaces de nature avec les jardins qu'on a de part et d'autre de ce quartier. C'est vraiment installer le quartier au sein de ce grand corridor vert. Et je vais passer la parole à Lucas. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Lucas, pour nous, ce qui est important à Saint-Vincent-de-Paul, et un des enjeux importants, c'est de créer un espace de nature, un cœur de nature, où finalement l'eau est très importante pour créer un support de biodiversité, mais aussi la terre et la fertilité de la terre. Une terre qui a pour usage, qui peut être support de plusieurs usages, mais aussi une terre qui est support de biodiversité et de connexion. Comme l'a dit en préambule Solène, Saint-Vincent-de-Paul, c'est un îlot urbain qui est avec des voisins très très verts, avec donc la fondation Cartier, le couvent et puis les jeunes filles aveugles, qui sont des jardins très riches en biodiversité. Et notre projet, notre ambition, c'est aussi de créer des continuités écologiques entre ces différents îlots. Pour cela, on va vous montrer une manière de créer un projet, c'était à la Défense, où on a développé un support fertile pour la nature, pour avoir une plus grande biodiversité dans un espace qui est assez aride, de béton, de verre. Et pour cela, on va vous montrer donc, ce projet en vous montrant d'abord une petite séquence de films qu'on a réalisés où on développe les différents principes du projet. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre. Oui, c'est un film. Après, je peux déjà continuer à développer. Donc les grands principes du projet, les grands principes du projet, c'était à la fois donc d'immiscer le végétal au minéral pour justement finalement un peu coloniser cet espace de béton et de verre qui est la Défense, mais aussi permettre une richesse de biodiversité pour croître, donc d'avoir des espaces suffisamment grands pour avoir les différentes strates de nature qu'on peut rencontrer, les arbres, les arbustes, les herbes, mousses, champignons, la litière boisée, et de permettre donc à ces espaces de croître et de planter à différents âges les arbres, des grands, des moyens, des tout petits, et également de permettre à la richesse qui est autour
d'intégrer la biodiversité qu'on essaye de mettre en place à la Défense. Donc d'intégrer les graines qui passent avec le vent, d'intégrer les graines qui passent avec les animaux, les oiseaux, mais aussi de diffuser donc, toute la richesse produite dans ce projet vers l'extérieur, puisque ensuite la gestion donc, de la Défense se fait en ce moment maintenant en gestion différenciée. Et donc ça permet d'accueillir justement ces graines qui viennent de notre projet. Dans la palette végétale qu'on a choisi de développer, c'était un petit peu une palette à l'image de la Défense, à la fois internationale et très locale. Et donc on a mis quelques exemples de plantes qui sont des plantes très très courantes de nos jardins, de nos champs en Île-de-France, et qui sont mis ici en valeur. Et on espère justement, c'est un enjeu aussi pour nous, à Saint-Vincent-de-Paul, de développer cette palette végétale très locale qui permet justement d'accueillir une biodiversité, de la nourrir et de créer ces connexions dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et donc voici un peu les principes de la vidéo, enfin quelques principes en images. On a fait, c'était donc créer un projet finalement avec une composition en strates, puisqu'on est à la Défense, on est sur un espace sur dalle où il n'y a pas de lien avec une terre fertile. Donc le principe c'était de créer des espaces pour développer un support de fertilité et contenir la terre surtout. Donc c'était un peu le principe du projet. Ensuite, il y avait un second principe qui était de créer un peu une nature invasive par rapport au béton, donc développer une relation entre le béton et les espaces fertiles de façon avec plusieurs finalement niveaux, un niveau aussi de caillouteux qui permet d'avoir d'autres plantes et permet aussi d'infiltrer les eaux, on le verra après. Mais aussi donc l'esprit de la dissémination d'un espace à un autre qui est plus ou moins planté. Et donc justement ces zones de transition entre le minéral et le végétal en caillouteuse permet aussi justement d'agripper, d'accrocher ce côté un peu râpeux, ces nouveaux habitants finalement, ces graines. Et d'accord. Et ensuite aussi la gestion de l'eau qui n'est pas autant développée que ce qu'on a pu faire à Amiens, mais qui a pour principe donc d'incorporer une partie des eaux de pluie dans les espaces de transition avec le végétal, donc les espaces caillouteux qui sont en marge, pour essayer de les infiltrer et de nourrir les espaces fertiles qu'on a développés. Et donc là, on peut revenir sur le reste de la présentation. Je te remercie. Voilà, c'est un peu le projet. Et donc cette vidéo est disponible sur YouTube, Les Terrasses Boieldieu. Et donc, par rapport à la terre et aux espaces fertiles, on pointe par où Non, ça va. Ouais, voilà. Et donc pour expliquer un petit peu la manière dont on a pris en compte la fertilité du sol, il y avait un peu un compromis entre avoir des usages, des fréquentations très, très élevées de piétons, d'usages, parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans les tours, mais il y a aussi des habitants, il y a des artisans, il y a des commerçants, et donc il y avait un peu un consensus, un compromis à trouver avec la maîtrise d'ouvrage, qui souhaitait à la fois avoir beaucoup de nature et créer un peu un espèce de morceau de place financière de la Défense verte, et en même temps de garder le côté facile des usagers pour la déambulation. Et donc on a développé donc, un projet qui est à droite avec énormément plein d'espaces où finalement la nature et les espaces plantés peuvent croître. Et en même temps, on s'est dit, voilà, on va répondre à la commande qui nous est passée, mais en même temps, il nous paraît important, à la fois pour la pérennité de certains espaces, d'être connectés ensemble, pour que les racines puissent être connectées entre elles, mais aussi l'eau, les sels minéraux. Et donc on a développé en dessous les dalles donc, des grands espaces fertiles qui sont liés en dessous, donc par le sous-sol. Donc la terre est assez structurante, donc on a développé une terre structurante pour mettre le revêtement dessus. Et donc on développe finalement un mode de gestion où dans le futur on pourra retirer certains modules de dalles
voire même remplacer des modules qui peuvent être abîmés. Donc il y a une gestion presque autonome du site et de accroître finalement les espaces végétalisés si on le désire. En images, donc les slides suivantes montrent quelques images de la Défense et du projet qu'on vient de réaliser. Donc on a souhaité, donc, avec le végétal, accompagner à chaque fois différents usages, donc des jeux des espaces sportifs, une passerelle, mais aussi des espaces de repos. Le végétal nous a permis aussi, surtout les arbres, de créer une dimension autre avec la Défense. La Défense, c'est des grandes tours. On n'a plus l'échelle humaine. Et donc, on retrouve une intimité, une échelle humaine par les arbres et la manière dont on crée des sous-espaces. Et on a développé aussi un projet lumière qui permet de préserver donc la frondaison des arbres, les houppiers, et on éclaire le moins possible aussi les espaces plantés, avec un éclairage plutôt bas qui éclaire que le sol, et qui, par réverbération du sol, qui est un sol assez clair, aussi pour diminuer les îlots de chaleur, permet finalement d'avoir l'éclairage attendu, sans plus ni moins, et en même temps de préserver la biodiversité qu'on a mis en place, qui va être mis en place. Et donc là, ce sont les images justement des franges, des massifs qui sont plus caillouteuses, qui permet d'avoir une autre végétation, qui permet d'infiltrer une partie des eaux pluviales. Et l'enjeu à Saint-Vincent-de-Paul, c'est effectivement de pouvoir être encore plus exemplaire que ça, d'avoir une vraie végétation locale, presque entièrement locale, avec une gestion des eaux avec une infiltration totale, et également de créer des usages qui peuvent être support d'appropriation par des collectifs d'habitants. Et donc je fais la transition avec mes voisins, avec des collectifs d'habitants, mais aussi des artisans ou des associations comme les vergers urbains, pour que justement on conçoive l'espace public, pour créer un espace public vivant, à la fois vivant par la nature, mais aussi justement par l'homme et les usagers. Voilà. Donc là. Merci. On a le temps quand même de prendre, comme avec Thierry, 2 questions éventuellement, si vous voulez une petite information par rapport aux 2 projets qui ont été présentés. Sinon, on reprendra de toute façon à la fin de la séance. Oui. Il me semble que dans les sols de Saint-Vincent-de-Paul, il y a des cuves qui datent de caves, qui stockent des matières pas très fertiles. Et comment est-ce que vous allez gérer les sols sur la présence de ces cuves? Pour ceux qui sont en fond, donc la question porte sur la présence. La présence de cuves, en tout cas tout l'historique des infrastructures de l'hôpital qui sont en sous-sol et la manière ça marche. Ah oui, ça marche. Et la manière dont ça va être pris en compte dans le projet paysager et est-ce qu'elles vont être retirées, comblées, utilisées, détournées. Pour les cuves qui sont peut-être dans les sous-sols des bâtiments, donc ce sont des éléments où les architectes vont devoir travailler. Soit pour la réutiliser, soit pour les retirer. Pour les espaces publics, s'il y a des cuves polluées ou des zones polluées sur le site, la pollution sera extraite. On ne pourra pas, idéalement, la traiter sur place. Donc elle sera extraite et emmenée dans un site où elle sera traitée. Et il y aura un nouvel apport de substrat qui sera mis en place. Moi, ça va mieux là? Ah oui, super. Alors, en fait, moi je veux savoir si la construction des bâtiments est déjà décidée, parce que
d'après ce que disait monsieur, il y avait une interrogation sur le projet, ce qui est mis en place dans le projet lui-même. Or, apparemment, il y a déjà une société de construction, les architectes, etc. Donc, ce dont vous nous parlez ce soir, c'est décidé ou c'est du projet qui sera à terme décidé, ce qui n'est pas la même chose. Effectivement, en fait, ce soir, l'idée, c'était plutôt de parler des espaces publics. Effectivement, par extension, sur la question de la gestion et la récupération des eaux de pluie, eaux pluviales notamment, Thierry a parlé de ce qui se passait des bâtiments, mais c'est vrai que ce soir, on parle plutôt des espaces publics. Donc, je laisse la parole à Corinne. Oui, donc, bonjour, Corinne Martin. Communication de Paris Métropole Aménagement, ça marche très mal, ce truc. Voilà, en charge de l'opération. C'est pas bougé comme ça. Donc voilà, donc effectivement, le projet, il est arrêté dans ses grandes lignes. On sait où seront les îlots bâtis, on sait le nombre de mètres carrés qu'on va faire dans ces îlots bâtis, on en connaît les programmes, etc., etc. Après ça, ils ne sont pas encore dessinés à proprement parler. Il y a les îlots qui vont être conservés, ceux qui vont être créés. Tout ça va faire l'objet de consultations en ce moment qui feront intervenir des promoteurs, des architectes, et on connaîtra le dessin à la fin. Après ça, les personnes qui nous assistent, ce qu'on appelle des assistants à maîtrise d'ouvrage, à travers ce qui a été présenté par exemple Thierry Métro, il contribue au cahier des charges des consultations de promoteurs et d'architectes pour leur fixer les objectifs et vérifier qu'ils mettent bien derrière les moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs, notamment le zéro rejet, donc éventuellement des toitures végétalisées, enfin voilà, un certain nombre de dispositifs qui permettent de concourir au fait de ne pas rejeter l'eau, voilà. Après ça, sur la question des espaces publics, eh bien, ça, je vous laisse répondre. On est en cours de réflexion aujourd'hui. Non, c'est pas encore dessiné. Il y a des orientations que Thierry Métro fait, puisque c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et nous, on prend en compte justement ces orientations pour développer le dessin de l'espace public et de répondre justement au cahier des charges comme ce qui a été dit précédemment. Si tu veux dire un mot là-dessus. Sur les îlots privés, c'est en termes de contraintes que ça a été décidé. Par exemple, le zéro rejet est décidé. La gestion des pluies courantes sur le lot privé, c'est une contrainte que doit intégrer le promoteur ou l'opérateur en tout cas. Après, sur les solutions il a un espace de liberté sur ces solutions apportées. Mais en termes d'objectifs, c'est le cas aujourd'hui. Merci. Alors, pour finir cette soirée, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'était d'aborder aussi la manière dont les usagers peuvent prendre part à la conception et en tout cas à la gestion des espaces publics, puisque, évidemment, l'expérience des grands voisins a montré le fort investissement du site. Et dans les objectifs de la conception et de la gestion des espaces publics, cette expérience a vraiment marqué le projet. Et donc on a souhaité proposer à Verger Urbain, donc une association, de venir nous parler de leur expérience. Donc j'ai à mes côtés Clément Giton, qui est géographe environnementaliste, et Juliette Crène, urbanistes spécialisés dans les démarches de participation citoyenne. Donc, ils vont nous présenter un petit peu ce que c'est que cette association de Verger Urbain, qui a vraiment, donc vous voyez en titre de cette diapo, un travail sur le fait de réintroduire des espèces comestibles dans la ville. Et puis, donc, on a essayé un petit peu, à la même manière de la présentation de l'agence Empreinte, de vous présenter deux expériences de projets qu'ils ont menés, donc un avec de la pleine terre et un hors sol également. Donc comme ça, on a pour rendre un peu l'écho de ces deux natures de sol, la façon dont les habitants peuvent s'associer à cette conception et cette gestion. Je vous laisse la parole, je ne sais pas qui commence. C'est bon, ça marche, on m'entend? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, du coup, nous, on va vous parler plutôt des questions d'appropriation habitante de la ville et de fertilisation des sols.
Donc l'association Verger Urbain, elle est née en 2012. Alors les fondateurs viennent tous des mouvements de la ville en transition. Donc c'était des questions sur la résilience de la ville. Et du coup, ils se sont posé la question de la ville nourricière et de comment rendre la ville comestible partout là où c'est possible. Donc l'objectif de notre asso, c'est de permettre une appropriation de la ville par ses habitants à travers la végétalisation et notamment la végétalisation comestible pour permettre de recréer des espaces communs et de recréer un peu des mobilisations sur l'espace public quand ça a été un peu perdu. Donc, alors oui, juste un petit mot. Verger Urbain est né en 2012 et on a aujourd'hui une centaine de projets à notre actif. Et on a décidé en 2016 de créer un peu une asso sœur pour un peu redépartager les projets. Et donc l'association de Toits Vivants a été créée en 2016 et va plus s'intéresser au projet de toiture et donc de jardins sur les toits de Paris. Et Verger Urbain va plus s'occuper de tout ce qui se passe au sol finalement. Donc nous on est basé dans le 18e. Donc historiquement on travaille plutôt dans le quartier La Chapelle, mais petit à petit on est en train on a augmenté un peu l'échelle géographique et on travaille globalement dans Paris et sur la petite couronne. Donc voilà. Donc ça c'est une photo d'un jardin partagé dans le 18e, juste à côté de notre local. Donc je vais laisser la parole un peu à Clément qui va vous expliquer un peu le type de projet qu'on mène. Pour que vous puissiez un peu comprendre, voilà, j'ai fait un peu une typologie des projets qu'on réalise dans l'association pour que vous puissiez comprendre les acteurs avec qui on travaille. Alors on a souvent, on peut faire une différence entre les espaces publics, je vais faire 2 sous-catégories. On a les espaces publics ouverts en pleine rue, comme sur cet exemple-ci à gauche, et la photo de droite, les espaces semi-ouverts, où là on travaille dans un square, donc c'est avec la mairie du 20e arrondissement qui nous octroie une partie du square et on s'en sert de zone de pépinière pour nos vergers, où là sur la photo c'est une zone une formation à la greffe. Et pour la photo de gauche, donc dans la rue, on travaille directement avec les habitants et aussi la mairie d'arrondissement du 18e arrondissement. Je peux passer la diapo d'à côté, voilà. Et après pour les autres types de projets, on est aussi donc, dans l'espace privé. Alors c'est assez rare, mais on travaille quelquefois avec les copropriétés. Donc c'est une copropriété rue des Taillandiers dans le 11e arrondissement. Et sinon, ça arrive un peu plus souvent de travailler avec les bailleurs sociaux. Et donc là, c'est un jardin nous avons fait à Gentilly, où on travaille donc avec le bailleur social et les habitants de la résidence. Et on construit au fur et à mesure des mois le jardin qui se développe de plus en plus. Donc on a une typologie assez variée de projets, mais notre objectif à chaque fois, c'est de promouvoir le lien social. Et donc on a à chaque fois une méthodologie participative qu'on essaye d'appliquer pour chaque projet, donc qui est un peu réadaptée selon les contextes. Mais globalement, on a toujours les mêmes phases. Donc on commence toujours par une phase de mobilisation des habitants qui sont impliqués. Donc ça va passer par souvent des ateliers dans l'espace public qui nous permettent, nous, de communiquer sur le projet et d'avoir non pas 1 ou 2 porteurs de projet, mais réellement de créer un groupe autour, éventuellement de pouvoir les aider aussi à monter un collectif, une association. Donc une fois qu'on a réussi à identifier un groupe qui va suivre le projet et qu'on s'est réellement impliqué et motivé, l'idée c'est de co-concevoir le projet ensemble. Donc la co-conception, ça va être du dessin, ça va être aussi des choix de végétaux, ça va être aussi la question de la gestion après dans le futur. Donc qui va participer au projet? Est-ce qu'on monte une association? Est-ce qu'on reste en collectif plus informel? Comment est-ce qu'on s'organise en été pour venir arroser? Enfin voilà, des choses très pratiques. Donc une fois qu'on fait la co-conception, nous on va se charger de notre côté de faire un dessin, de faire des plans. Et on passe ensuite par une phase de chantier participatif. Donc là par exemple sur la photo, on est sur l'esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e arrondissement. Et là, on a une trentaine de modules sur l'esplanade. Et tout a été construit, c'est modulaire. À chaque fois, les bacs peuvent se déplacer en transpalette. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir vraiment des végétaux qui soient choisis en accord avec les habitants. On a installé en même temps des assises. On a installé des composteurs qui sont intégrés au bac directement.
Donc voilà, on a toujours une phase de chantier participatif avec de préférence une partie du chantier qui se passe le week-end pour pouvoir toujours impliquer le plus de monde possible. Et on finit par une phase de suivi de projet où là, l'idée, c'est de rester en contact avec les porteurs et de retourner, nous, voir un peu... on passe régulièrement, on essaie de voir un peu comment ça vieillit dans le temps et si besoin, si on a besoin de repasser un peu un coup de perceuse, de visseuse sur les structures et voilà, de voir un peu comment les gens continuent à s'impliquer aussi ou pas et se réadapter à ces moments-là. Donc, pour vous donner un exemple un peu concret, alors, un des acteurs avec qui on travaille le plus, c'est le 14e arrondissement, puisque alors la maire du 14e a une volonté assez forte autour de la végétalisation de l'espace public. Donc on a un programme qui s'appelle Végétalisons le 14e, donc on travaille à la fois avec la mairie du 14e et la DEV, la direction des espaces verts et de l'environnement, donc de la mairie centrale. Donc là, à chaque fois, l'idée c'est alors c'est le même principe que les permis de végétaliser, qui sont instaurés par la mairie de Paris. Donc là, les porteurs doivent commencer par déposer un permis de végétaliser auprès de la mairie. Donc ils identifient l'espace eux-mêmes. Et la mairie du 14e en sélectionne certains qu'elle juge intéressants pour les développer un peu plus fortement. Donc nous, après, on a été contactés pour certains. Et on vient réappliquer toutes les phases que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on commence par... donc là, c'était Avenue de l'Observatoire. On trouvait ça intéressant parce qu'elle est... Je ne sais pas si vous visualisez un peu, mais c'est vraiment juste à côté de Saint-Vincent-de-Paul. C'est en face de l'Observatoire de Paris. Donc là, on est venu... la porteuse a déposé un projet pour... je crois qu'à la base, c'était 1 ou 2 pieds d'arbre devant chez elle. Et en fait, le projet est devenu bien plus ambitieux que ce qu'elle avait imaginé. Donc l'idée, on a commencé par une visite qui nous permet d'abord d'identifier un peu les contraintes et les possibilités du site. Ensuite, on fait donc un atelier en plein air. Donc là, c'était selon la saison, on adapte à chaque fois, mais souvent ça peut être des ateliers semis. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des choses où les gens puissent mettre la main un peu à la terre déjà pour commencer un peu à impliquer des gens qui ne seraient pas forcément venus si on avait fait des choses autour d'un plan. L'idée, c'est de pouvoir toucher des enfants aussi, un public assez divers. Donc on est passé par là. On a fait le dessin en accord avec elle, donc avec du coup différentes hauteurs pour pouvoir à la fois mettre des plantes potagères, mais également des arbustes. Et ensuite, donc ça a été dessiné. Là, c'est installé depuis... On a fait ça en décembre, donc c'est encore tout frais. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil en sortant, c'est à 2 minutes à pied. Donc voilà, pour le moment, là, les végétaux commencent à s'étoffer un peu et à prendre un peu de l'espace. Donc, juste très rapidement, pour vous donner un peu d'autres exemples de ce qu'on a pu faire dans le 14e. Là, c'est un projet où on a cherché à installer, on le fait le plus souvent possible, un composteur directement dans le bac. Donc, c'est plus contraignant d'installer un composteur parce qu'il faut que le collectif d'habitants soit plus impliqué, parce que ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus de gestion. Donc, il faut des formations aussi au compostage, des choses comme ça, mais dès que les gens sont motivés et souhaitent s'impliquer là-dedans, nous, on pousse à fond parce que ça permet aussi de régler la question du sol. Quand on peut produire soi-même son propre sol juste à côté et pouvoir le réutiliser dans le bac en dessous, c'est quand même un peu plus intéressant que de devoir acheter du terreau. Donc voilà, c'est vraiment des projets qu'on essaie de mettre le plus souvent en place. Ça, c'est un projet qu'on a fait le week-end, il y a une semaine, là, à l'angle des rues Georges Sachet et rue de la Sablière, donc pas très loin non plus. Et là, c'était un projet, c'était dans l'idée d'être toujours le plus inclusif possible. C'est un projet où on a essayé de créer des bacs qui soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et donc là, tout est jardinable à hauteur de fauteuil roulant. Ça, c'est rue Bezou. Donc voilà. Et je passe la parole à mon collègue qui va vous parler de plus ce qu'on fait en toiture. Alors oui, on a voulu évoquer ce projet-là parce qu'il est extrêmement intéressant. On est dans le 2e arrondissement. C'est le toit d'un gymnase de la ville, donc rue Léopold Bellan. On a sur la partie de droite une zone avec des bacs un peu surélevés, c'est une zone de jardin partagé. Et sur la partie de gauche, c'est une zone de production maraîchère. Et tout au bout, on a même des petites abeilles. Et alors, il est assez intéressant parce que voilà, on est dans un milieu urbain. Dans un milieu urbain, il y a des contraintes. Et les contraintes veulent que donc, sur ce toit qui n'était pas fait au départ pour de la végétalisation, on a des problèmes de portance. Sur les parties les plus extrêmes, on va dire qu'on a à peu près 400-450 kg, donc on peut se permettre de faire des bacs avec de la profondeur de terre. Et au milieu, en fait, c'est vraiment le gymnase avec le terrain de basket. Donc, on a seulement 12 cm de sol. Et pourtant, on réussit à avoir des pieds de tomates qui m'arrivent à hauteur de taille à peu près. On réussit quand même à faire pousser. Et alors, c'est assez intéressant ce projet-là parce que
Les habitants qui ont leur parcelle, tout ce qu'ils produisent sur leur parcelle, ça leur appartient. Ensuite, ils sont invités à venir jardiner avec moi et les collègues en fonction de leur temps libre. On a des permanences dans la semaine et donc ils viennent nous aider à jardiner. S'ils veulent prendre de la production, on peut leur en vendre un tarif préférentiel. Sinon, on vend parfois en bas du gymnase aussi pour les habitants. Et du coup, donc, quand on voit ces 12 cm de sol, on se dit inévitablement, après une culture, en fait, on n'a plus rien dans le sol, il n'y a plus de nutriments. Donc comment on fait ? Sur le site, nous avons maintenant presque 3 composteurs. Ensuite, dans le quartier, on a eu une réflexion sur l'économie circulaire. On a été voir un brasseur du quartier qui est vraiment 2 rues derrière. On va lui récupérer très régulièrement de la drèche, qui est donc le résidu du brassin de la bière, un mélange de houblon et de malt, d'orge, de céréales. On le fait sécher et en fait on le mélange avec notre compost pour enrichir nos cultures assez régulièrement. En plus de ça, sur site également, nous avions coupé à un moment donné des branches de saule que nous avons remis dans des seaux. Et en fait, je l'ai mis sous. Il y a de l'eau de pluie qui s'écoule, je l'ai mis dessous, comme ça je récupère un peu l'eau de pluie et je fais de l'eau de saule, ce qui est équivalent, en fait, ça crée de l'hormone de bouturage naturel. Donc là, à ce moment où on fait nos semis, c'est très intéressant pour arroser les semis avec de l'eau de saule. Et après, en fonction de chacun, dans nos temps libres, quand on est en week-end, on peut aller à Fontainebleau ou ailleurs à la campagne en Ile-de-France. Et il y en a qui ramènent des orties, de la consoude, et on fait aussi nos purins directement sur place. Donc voilà, c'est des petites techniques qu'on a pour réussir à fertiliser sans avoir à enrichir, à remettre de la terre sans arrêt, ce que l'on ne fait pas. C'était ça, ouais. Donc voilà. En guise de conclusion, moi j'ai envie de dire qu'en fait, tous nos sites, à chaque fois, il y a des contraintes. Et inévitablement, en fait, on s'adapte parce que chaque site est différent. Donc, on va essayer d'observer ça de plus près. Et en fait, on va réussir à s'adapter sur tous nos sites, que ce soit en pleine terre, que ce soit en hauteur, que ce soit en hors-sol. Ce site-là, c'est une zone polluée aux hydrocarbures. Du coup, on a rehaussé. Tout est fait hors-sol, mais du coup, dans des jardinières, dans des gros bacs. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ? Non, mais juste rapidement, on avait envie de vous montrer ce projet-là sans le développer très longtemps, mais c'est un projet dont on est assez fiers en fait aussi. C'est rue Louis Blanc, donc c'est le jardin Louis Blanc, c'est au niveau du métro Colonel Fabien. Et effectivement, on est sur un site très pollué parce qu'on est à côté d'une station essence, donc pollution aux hydrocarbures. Donc ça veut dire qu'on avait de la pleine terre, mais on ne peut absolument pas y toucher, on ne peut rien cultiver dessus. Donc c'est vraiment pour... voilà, en guise de conclusion, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il faut toujours s'adapter et que la ville, c'est un milieu qui est extrêmement contraint pour cultiver, que Paris, c'est pollué, donc presque la pleine terre, elle est quasiment toujours polluée. Donc il faut toujours trouver des solutions et revenir créer du substrat ou alors venir trouver des systèmes de dépollution, de phytorémédiation. Donc là, on a choisi le hors-sol, avec donc une lame d'air en plus pour isoler, parce qu'on a été sur une pollution quand même assez importante. Et aussi sur les clés du succès d'un projet, c'est ce projet-là a demandé 1 an de mobilisation et de co-conception. On a aidé au montage d'une association d'habitants qui s'est créée, qui va gérer ce jardin partagé. Et c'est vraiment, je pense, les deux éléments qui font qu'un projet marche ou pas, c'est l'implication, la motivation des personnes et le degré d'adaptabilité que peut avoir un projet pour fonctionner. Merci beaucoup. Alors là, je passe la parole au public. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander 2 questions pour eux, mais je vais rouvrir plus largement. Mais n'hésitez pas à poser d'abord les questions à Virginie Urbain. Non, tout de même. C'est une question, mais c'est une remarque. J'étais à la journée, enfin la soirée de remise des prix de Dev la semaine dernière, et il y avait un groupe d'habitants qui avait été primé, entre autres, pour avoir développé une fertilisation de pieds d'arbres. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des liens, justement, avec les services des eaux, parce qu'ils allaient chercher leurs arrosoirs d'eau chez les habitants des immeubles qui étaient là. C'était un peu compliqué pour arroser. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il faudrait qu'il y ait du lien entre tout ça, quoi. Y penser. Donc c'était pas trop une question.
Allez-y. Je vais poser une question. Je voulais savoir, au niveau du traitement des voies urbaines, en France, on tend à utiliser le goudron. Est-ce que et c'est un réel problème, puisqu'il y a d'autres pays qui ont d'autres conceptions au niveau des traitements des trottoirs, et justement récupération des eaux qui sont quand même de meilleure qualité que les nôtres. Comment est-ce que vous envisagez à Saint-Vincent-de-Paul et après dans le 14e et après dans Paris de traiter ces voies de circulation? Parce que ça rentre dans la conception du paysage et de la question hydraulique. Alors, c'est vrai que sur les images présentées par Empreinte, il n'y avait pas de vision de projet du site. Néanmoins, Thierry a montré quelques images où là, on voyait des pavés enherbés. Ça fait partie de revêtements perméables. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que cela. Donc, est-ce que vous avez prévu un revêtement de sol particulier? Dans le projet, effectivement, il y a à la fois des circulations pour les piétons et les modes doux, mais aussi un passage pour la défense incendie et puis aussi un passage véhicule, car il y aura des activités aussi dans Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, on a souhaité justement de développer un sol fertile le plus possible, et c'est pour ça qu'on vous a montré l'exemple de la défense, dans le sens où on va développer un sol qui soit modulaire, qui ne soit pas justement un revêtement de goudron, où on est obligé de casser pour intervenir, par exemple, dans les réseaux, mais plutôt un peu comme dans les Pays-Bas ou dans d'autres pays dans le Nord, en Allemagne, où c'est plutôt un sol modulaire, où on enlève les modules, on les met sur le côté, on intervient, les dalles. Voilà. Alors un module, voilà, désolé. Un module, ça peut être un module, ça peut être un pavé, donc c'est quelque chose de modulaire, ça peut être un pavé, une dalle, quelque chose qu'on peut enlever, remettre et emboîter et créer finalement une surface. Et donc c'est un petit peu ce principe-là qu'on souhaite développer à Saint-Vincent-de-Paul avec comme support, plutôt un support fertile. Et donc là, il faut encore qu'on travaille pour voir si c'est possible, mais pour justement avoir une terre fertile la plus continue possible sur l'ensemble de l'espace. C'est encore en cours de réflexion, mais en tout cas, dans le mode de revêtement, on sera plutôt sur quelque chose qui s'apparente à des dalles modulaires qu'on peut enlever, qu'on peut retirer, et avec différents niveaux. Et d'ailleurs, même peut-être des niveaux de dalles un peu plus petits, puisqu'il y aura des espaces qui seront évolutifs, aussi par les habitants, où on pourra justement avoir un dessin qui évolue avec les habitants et les collectifs qui peuvent vouloir venir dans les espaces publics. Pas de logique de revêtement de béton drainant ou de genre, plutôt une logique par petit module en fait. Non, c'est plutôt une logique. On reste sur quelque chose de simple, c'est pas une technique où on va chercher. Où il y a un seul fabricant au monde qui peut faire ça. C'est quelque chose qui peut être fait un peu partout, le plus localement possible, et qui puisse être remplaçable facilement. Donc on ne sait pas dans cette logique-là. Après, il y a aussi peut-être une logique de réemploi de matériaux. Et donc il y aura sûrement une composition comme ça, selon les échelles des espaces, différentes compositions de revêtements, avec du réemploi, mais c'est toujours sur du modulaire. Voilà. Oui. Voilà. Je voulais rajouter que, en fait, à partir du moment où on a comme objectif de gérer l'eau, on va faire attention à chaque fois à ne pas imperméabiliser ce qu'on n'a pas besoin d'imperméabiliser, puisqu'en réalité, dès qu'on va imperméabiliser, on va le payer cher, puisqu'il va falloir traiter l'eau qui va être ruisselée de ces espaces imperméabilisés. Donc, du coup, on va plutôt travailler en désimperméabilisant au maximum. Donc ça va au-delà même du choix du matériau, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'être le plus souvent en pleine terre en réalité. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je voulais savoir si déjà sur les espaces publics, vous saviez par rapport à l'eau qui tombe, en gros quelle va être grosso modo la répartition. Quelle va être la répartition entre ce qui sert pour les jardins ou ce qui peut servir pour les usages que vous avez, je ne sais pas, toilettes, etc.
Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà des grandes masses, enfin des grandes masses sur les parties publiques? Et même chose pour les parties privées. Est-ce que les immeubles privés utilisent facilement cette eau pour le zéro rejet? Et sinon, est-ce que ça ne peut pas alimenter les espaces publics? Donc vous avez dit que c'était parfois plus économique en termes d'usage. La question elle est compliquée. Disons que la répartition entre ce qu'on peut utiliser de l'eau, en fait, dans l'étude qu'on avait faite pour la ville de Paris, justement, on avait travaillé là-dessus. On arrivait à être sur des tissus urbains existants. En faisant très peu de modifications, on arrivait à être en zéro rejet à peu près pour 70% du volume annuel des pluies qui tombaient sur le bassin versant sur lequel on travaillait. Et là, par exemple, quand on commence à travailler à l'échelle d'un bâtiment type équipement public avec un pôle sanitaire, on arrive à utiliser comme ça, sans une grosse cuve, sans de gros moyens, un tiers d'une pluie décennale et du coup 70% du volume annuel. Mais en tout cas, sur une pluie, en fait, en gros, pour être très clair, pas trop compliqué, c'est à peu près 15 mm de pluie qu'on arrive à les gérer en 24 heures. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit capable de les gérer en 24 heures. Et donc du coup, mais par contre, si on est capable de faire ça, si on répercute tout ça sur une année, ça nous fait quand même 70% à Paris, c'est vachement important, 70% du volume qu'on ne met pas dans les réseaux d'assainissement, donc qui ne vont pas en station d'épuration, alors qu'ils n'ont rien à faire en station d'épuration. C'est une eau propre, en fait, l'eau de pluie, par la pollution atmosphérique, mais enfin bon, ça va, c'est une eau relativement propre. Donc voilà, ça c'est important. Et alors par rapport aux espaces verts, donc là je parlais du recyclage pour des toilettes par exemple, et sur des espaces verts, toutes les pluies courantes sont complètement assimilées par les espaces verts. Enfin, si on pourrait très bien, quasiment pour des pluies jusqu'à 20 mm de pluie qui tombent, 20 mm c'est déjà beaucoup, on n'est pas du tout capable, on est tout à fait capable de ne pas rejeter l'eau au réseau, sans stockage, je veux dire, juste en alimentant des espaces verts. Tout à l'heure, quand on disait, oui, on n'a pas d'eau, enfin les eaux, par exemple, quand il pleut à Paris, la plupart des eaux vont au réseau. Elles ne vont pas alimenter des squares, ou elles ne vont pas alimenter des fosses d'arbres, ou elles vont pas... Parce que, bon, voilà, c'est l'approche hygiéniste dont on parlait tout à l'heure. Donc, et ça, on n'est pas du tout habitué à imaginer que quand il pleut, cette eau a une valeur, et en fait, elle peut alimenter ces espaces verts. Sans rien faire, sans cuve, sans rien faire, en fait. Tout à l'heure, on disait que l'eau était gratuite. En tout cas, cette eau-là, elle est relativement gratuite, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup d'équipements, de travaux importants à faire pour la reprendre. Voilà. Est-ce que je suis assez clair? Alors, attendez, il y a une... Thierry, si tu peux passer derrière. Bonsoir. J'ai une question sur comment s'articule en fait le travail de vous, empreinte paysage, et de vous, verger urbain, entre le dessin paysager et la co-conception. Comment est-ce que vous dialoguez? Alors, je peux peut-être quelque chose est mal passé dans mon introduction. En fait, l'idée de cette soirée, c'était pas tant de vous présenter tous les acteurs qui travaillent sur Saint-Vincent-de-Paul. Donc, Verger Urbain n'a pas de mission actuelle sur le projet Saint-Vincent-de-Paul. Néanmoins, comme les préoccupations des projets sur ce site sont vraiment, tendent vers des travaux qui sont faits par Verger Urbain, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir montrer des exemples, comment ça se fait ailleurs. Comment Verger Urbain réussit à impliquer les habitants dans cette question de sol. Enfin, on l'a vu quand même toute cette soirée, elle parle d'un sol fertile. Qu'est-ce que c'est qu'un sol fertile? On ne sait pas bien en milieu urbain. De cette présence de l'eau, donc Thierry le disait, là c'est pas tant l'eau, c'est tout son cheminement, savoir ralentir. Enfin, c'est vraiment une notion en mouvement. Donc tout cet aspect vivant, comment faire en sorte que les habitants, de toute façon,
on voit bien que beaucoup d'habitants s'en préoccupent, puisque sinon vous ne seriez pas là avec autant d'expérience dans tous les arrondissements de Paris. Mais voilà, l'idée c'était de montrer aussi des exemples ailleurs dans Paris, de ce qui se fait déjà, et aussi dans le 14e arrondissement, puisqu'il y a déjà eu des travaux menés avec les habitants. Mais en tout cas, il n'y a pas de mission à proprement parler pour Vergès-Robin actuellement sur le site Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Il faudrait que les habitants s'en saisissent et les appellent. Je dis ça comme ça, mais en tout cas, on n'en est pas là, quoi. Voilà. Non, mais toutefois, je pense que ça peut être intéressant quand même que vous répondiez, parce que c'est quand même un des enjeux aussi de la conception des espaces publics, qui ne soient pas uniquement livrés comme ça, tout fini. Oui, dans le dessin du projet, il y aura différents gradients d'espace et d'usage, à savoir que tout Saint-Vincent-de-Paul, c'est un espace public. Et dans le dessin qu'on est en train d'élaborer, il y a des espaces qui sont vraiment collectifs, vraiment ouverts. Enfin, tout l'espace est public, mais il y a des espaces qui seront vraiment à d'usage collectif. Et ensuite, il y aura des espaces qu'on a appelés les espaces des possibles. Des espaces dont on est en train... Des possibles. Des espaces des possibles. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Donc ces espaces dits possibles, on est en train de définir différentes typologies d'espaces dits possibles. Cela pourra être des espaces qui sont prêts à finir, qu'on donnerait aux futurs habitants pour qu'ils viennent s'approprier l'espace et qui participent au chantier des espaces publics. Comme ça peut être des espaces collectifs donnés à des associations, à des organismes tels que Vergers Urbain qui viennent animer l'espace public et viennent s'approprier ces espaces au cœur du quartier. Donc c'est en cours de réflexion et l'idée c'est d'être vraiment dans un travail collaboratif. On ne vient pas entièrement dessiner les espaces, mais il y a des espaces qui seront évolutifs en fonction de l'arrivée des habitants. Aujourd'hui, on va aussi travailler dans un quartier où c'est un peu compliqué de dessiner les espaces complètement, sachant que les habitants ne sont pas tous là tout de suite. Donc l'idée, c'est de commencer à travailler avec tous les riverains dont vous faites partie sûrement ce soir, et de venir élaborer au fur et à mesure, à travers d'autres ateliers, la définition de ces espaces est possible. Je vous passe mon micro. Je m'intéresserai aussi donc par rapport aux espaces verts qui vont, semblerait-il, être plus importants finalement en surface. Le coût d'entretien actuellement des espaces verts me semble assez élevé par rapport au système d'organisation qui a été fait jusqu'à maintenant, et donc vous proposez des choses qui sont plus dans des logiques naturelles, on dirait. Donc est-ce qu'il va y avoir des coûts d'entretien qui vont être encore aussi élevés une fois que le projet est terminé, les coûts d'entretien d'espaces verts, ou est-ce que vous réfléchissez pour avoir des coûts d'entretien qui baissent un petit peu, ce qui fait que les espaces naturels peuvent s'autogérer tout seuls, en fait, puisqu'ils sont naturels, par rapport à la différence d'espaces qui sont extrêmement structurés, organisés, et donc on a besoin vraiment de les entretenir. Si vous comprenez un petit peu ma question. Globalement, l'idée, c'est de vraiment travailler avec une palette de plantes endémiques et qui demandent le moins d'entretien possible. Donc, comme les images qu'on a pu voir à Amiens ou à La Défense, c'est de développer un cortège de plantations qui demandent le moins d'entretien. Après, il y aura toujours un entretien qui est nécessaire. Il y a des espaces qui seront plus sollicités que d'autres. Les espaces qui sont laissés... des terrains de jeu, des espaces engazonnés, ça demande forcément un entretien parce qu'il faut venir tondre un peu plus souvent. Mais au maximum, autant que faire se peut, on essaiera d'avoir des espaces qui demandent le moins d'entretien. Et après, avec les espaces possibles, c'est aussi l'idée de dire que les habitants sont aussi responsables de l'espace public qu'ils ont en bas de chez eux et qui vont aussi participer par leur animation à la gestion des espaces qui leur sont donnés. Mais l'idée est vraiment de réduire ces coûts d'entretien. Alors après, on dit souvent les espaces verts, ça coûte cher.
Mais entretenir 1 mètre carré d'enrobé, ça coûte pas moins cher qu'entretenir. Forcément, l'espace vert, il est vivant, la plante est vivante et on doit le gérer au quotidien. Mais quand une fois, tous les 10 ans, on doit refaire un enrobé, ça coûte bien aussi cher que 10 ans d'entretien d'un espace planté. Sans compter tous les coûts qu'il y a à côté de sociétaux, qu'on a vu, des risques d'inondation, qui sont tous des coûts qu'on estime moins bien, mais qui ont aussi un coût au final. Et c'est aussi par rapport à la plantation. Aujourd'hui, dans la ville, on entend ? Dans la ville, on a parfois des zones très taillées, très entretenues, justement. Et effectivement, comme vous l'avez suggéré, notre projet, il intègre une palette végétale et une manière de voir le végétal plus sauvage, plus libre qu'on peut le voir traditionnellement dans la ville. Et puis, je pense qu'il faut aussi raisonner ses coûts au regard de, par exemple, sur la gestion de l'eau, tout ce qu'on ne va pas avoir à entretenir. Et notamment les gros bassins enterrés qui demandent 2 curages par an. Qu'est-ce que c'est un curage ? C'est un camion qui arrive, c'est au moins 3 personnes, c'est aspirer la boue à l'intérieur, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc ça, ce ne sera pas à faire. Il n'y aura pas tous les tuyaux non plus à entretenir et à financer. Et puis, et par rapport et on aura aussi une végétation plus luxuriante. Alors certes, qu'il faudra tailler, évidemment, mais par contre, qui va apporter de l'ombre, qui va apporter de la fraîcheur, gratuitement en quelque sorte. Et ça, c'est, à mon sens, irremplaçable. Une question. Je trouve que tout ce que vous nous présentez est remarquable, bel et beau, etc. Mais je reviens quand même un tout petit peu à ma question de tout à l'heure, appliquée à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, c'est 4000 m² d'espace vert pour 600 logements, 1300, 1400 habitants. Je répète, 4 hectares, 1300, 1400 habitants, ça fait donc moins de 3 m² par habitant. Je me demande si tout ce que vous nous présentez là, et qui est tout à fait remarquable, je découvre beaucoup de choses, n'y connaissant pas grand-chose là-dedans, c'est vraisemblable. Je ne suis pas un habitant, il n'y en a aucun encore pour l'instant, mais un riverain, et donc pas loin du jardin du Luxembourg. Je vois que les pelouses du jardin du Luxembourg, qui sont grandes, belles, etc., elles sont plus grandes, la moitié de l'année, il faut leur interdire le passage, parce qu'il faut que la pelouse respire, soit mise en jachère, je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut utiliser, mais vous me comprenez très bien. Et donc avec 1300, 1400 habitants, beaucoup d'enfants, puisqu'il y aura une école, tout le quartier Saint-Vincent-de-Paul, ce sont des logements, et des logements familiaux. Est-ce que tout ce que vous nous dites, et qui est encore une fois bel et beau, c'est réaliste sur Saint-Vincent-de-Paul? Pour répondre, c'est à la fois en termes de fréquentation entre le jardin du Luxembourg et un intérieur d'îlot, c'est pas forcément la même chose. Et en même temps, il y a un gradient dans la végétation. Il y a la végétation qui n'est pas forcément praticable, utilisable. Il y a des choses qui sont, c'est pas que de la pelouse, mais effectivement, dans les endroits de pelouse qui aura dans notre projet, on verra aussi l'évolution. Et on développe aussi un projet évolutif en fonction des besoins des usagers. Et donc c'est ça la qualité de Saint-Vincent-de-Paul, et c'est cette qualité qui a aussi été développée par les grands voisins dans l'évolution et la transition de ce quartier. Et donc les espaces publics qui seront très végétalisés, il y aura une armature pour accueillir les eaux pluviales qui sera densément plantée, et il y aura d'autres espaces, des espaces des possibles, des espaces de pelouse pour avoir différents usages. C'est aussi la ville qu'on fait. Et donc ces espaces-là auront aussi à vocation d'être adaptables en fonction des besoins et au regard des sollicitations. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une nouvelle façon de faire la ville. On ne peut pas répondre, mais normalement, en règle générale, on fait des projets et depuis très longtemps. Et
donc on mesure justement l'intensité de fréquentation par rapport à ce qu'on propose. Et ce qu'on proposera, et ce qu'on est en train de dessiner, normalement, correspondra à ce qu'on pense de la sollicitation. Après, effectivement, c'est adapté et à regarder dans le temps. Voilà. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un... Oui, puis je pense que l'espace public de Saint-Vincent-de-Paul n'aura pas la même conception paysagère et d'ornementation qu'un jardin du Luxembourg, qu'a un mode de gestion vraiment pour le coup très, très au cordeau. Oui, merci. Là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes concepts de plantation pour avoir un mode de gestion et d'appropriation qui soit différent également. Et par ailleurs, c'est vrai, évidemment, par rapport au quartier, c'est une densification en termes de population, mais c'est aussi tout un espace public retrouvé, ouvert au public et à des usages finalement qui ne sont pas ceux, ce qui était déjà le cas au moment de l'ouverture du site par les grands voisins avant la phase de travaux, de chantier. Mais c'est vrai que c'est un nouveau rapport au site qui est complètement différent. Là, on sera dans un espace public. Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit cette personne qui fait partie des gens qui habitent le quartier. Moi aussi, j'habite le quartier. Et quand on voit le programme de Saint-Vincent-de-Paul, on constate que le nombre de mètres carrés qui va être construit est supérieur de 50% au nombre de aux mètres carrés actuellement existants. Que 1300 ou 1400 personnes vont circuler dans ce périmètre, plus tous les enfants qui vont aller à l'école, plus les personnes qui vont utiliser les services, les gymnases et autres choses comme ça. Donc ça veut dire quand même beaucoup de monde. Et je me posais la question de savoir si en urbanisme, est-ce qu'il y a des règles de nombre de mètres carrés de parties communes par rapport au nombre de personnes qui vont utiliser les lieux. Parce que c'est très vague pour l'instant ce qu'on nous dit. Alors, j'ai juste peut-être une question. Quand vous parlez de parties communes, vous pensez espace public ou parties communes privatives? Espace public. Les deux. Les espaces publics, tout le monde espace public, on est d'accord. Pas sûr qu'on soit sur le même. Effectivement. Désolé. Donc, dans la manière dont on a développé le projet d'espace public, on a répondu à un cahier des charges qui a, au préalable, avec donc notre maîtrise d'ouvrage, établi justement cette répartition de mètres carrés et ses besoins pour être justement conforme au PLU de la ville de Paris. Et donc, on s'attache justement à répondre à ce cahier des charges qui a été développé et approuvé justement par la ville. Donc, et par notre maîtrise d'ouvrage. Je ne peux pas répondre plus que ça. Voilà. Ça devrait être l'inverse. Vous devriez pouvoir dire, avec les contraintes qu'on a, avec les indications qu'on nous demande, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Si vous voulez faire un écoquartier en doublant les surfaces construites et d'habitation, déjà c'est un concept compliqué. Donc, aménager et dire simplement on va faire couler l'eau et on va pas faire on va enlever le macadam et faire des choses drainantes, etc. C'est très bien, mais vous voyez, il y a un autre niveau de la conception, et c'est là où je vous demande, vous, les professionnels de la chose, quand on fait un écoquartier pour la Somme, combien de personnes transitent de la gare vers la Somme tous les jours? Vous voyez ce que je veux dire? Et sur combien de milliers de mètres linéaires et voilà. Alors, en fait, là, on est vraiment sur des préoccupations politiques. En fait, finalement, à Paris, il y a quand même. Non, mais autant
excusez-moi, laissez-moi finir ma phrase s'il vous plaît. Autant le projet Saint-Vincent-de-Paul, je le disais en introduction, a dû répondre au plan pluie, au plan biodiversité, qui sont des contraintes quand même assez nouvelles. Faut se le rappeler. Là, on parle de plans qui ont été adoptés par le Conseil de Paris. Alors, le plan biodiversité avait déjà eu une version antérieure, bien sûr, mais là, il a été quand même bien renforcé, le plan pluie également, on a le plan climat, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres plans à Paris et il y a des enjeux de construction de logements, bien évidemment, et donc la programmation urbaine, elle est à une échelle de décision politique. Je ne sais pas sur les questions de programmation urbaine si tu veux ajouter quelque chose, Corinne, mais néanmoins, sur les enjeux de la programmation, elle dépasse, on va dire, la réponse de la mise en œuvre. La question, c'est des professionnels qui font des jardins toute l'année. Est-ce que pour eux, ça leur semble logique, normal, intelligent, bien fait, bien pensé, etc. Ou est-ce qu'ils osent dire au maître de l'ouvrage, c'est un peu de tout, ou on pourrait peut-être faire différemment? D'accord, dit comme ça, c'est pas la même question. Alors, je ne sais pas si... Alors, on n'a pas encore vu totalement, donc c'est en cours de consultation pour les projets d'architecture, parce que nous on arrive un peu au préalable, et donc il y aura aussi différents programmes. En tout cas, ce que j'entends, c'est plutôt l'efficacité de l'espace public par rapport à l'insertion urbaine. L'insertion urbaine par rapport à des usages qui ont des besoins de traverser, il y a des quantités de personnes qui vont arriver. Il y a une diversité de personnes, il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes besoins que d'autres. Et effectivement, ces éléments, on les a pris en compte pour développer notre projet, avec énormément de passages, des connexions entre les rues, Massonade, d'Enfer-Rochereau, une gestion partagée pour tout ce qui est la circulation motorisée. Quelque chose d'apaisé, uniquement doux pour la circulation, notamment enfants et autres, dans les parties centrales. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là, et je ne pourrais pas répondre davantage à une question qui est assez pointue et qui me dépasse aussi un petit peu, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on a intégré les éléments du site et de contexte. Ensuite, les éléments qui vont arriver en plus, sont des éléments qui vont arriver un peu après. Et effectivement, notre projet, il est aussi en plusieurs temps, et donc il aura aussi un temps d'adaptation en fonction des projets d'architecture qui viendront, qui commencent d'ailleurs, mais qui viendront par la suite. Voilà. Mais je ne peux pas, désolé, de répondre davantage précisément. D'autres questions éventuellement? Oui. Je voulais vous poser une question concernant la récupération des eaux pluviales pour les toilettes et j'ai visité, donc c'était dans le 11e avec Paris Habitat. Le premier HLM, ça devait être il y a une dizaine d'années. Et c'était à l'arrêt, quoi, ça ne marchait pas du tout. Donc j'aimerais savoir si aujourd'hui on a un petit peu avancé, si ça marche ou pas. Oui, moi aussi j'ai visité des opérations qui ne marchaient pas du tout. Voilà. Et je pense qu'effectivement, pour du logement individuel, c'est pas forcément. Moi, par exemple, en tant que bureau d'études, je le propose pas forcément. Je le propose en revanche pour de l'activité et des pôles sanitaires bien identifiés avec une. Voilà. Après, faire un double réseau dans chacun des appartements avec toutes les problématiques de pérennité, toutes les problématiques de turnover, c'est pas évident. Voilà. Donc, et d'ailleurs, sur ces problématiques de logements sociaux, souvent un des problèmes, c'était justement la gestion de la cuve dans les locaux techniques, etc. Donc, c'est plutôt, les cas de réussite, c'était plutôt et sur des équipements publics ou sur du tertiaire de l'activité. Voilà. Merci. Alors, moi, je connais. J'ai travaillé sur des projets en Seine-Saint-Denis, sur ce truc-là. À Bobigny, il y en a un qui vient tout juste mais du tertiaire. Et puis sur des équipements publics type école, maison de l'environnement, etc. Enfin voilà. Donc ça marche, en tout cas ça marche, mais il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on le met, quoi, où est-ce qu'on le met en place. Merci.
Je vois que tout le monde commence à prendre sa veste, alors je vais conclure sur cette dernière question. Je vous remercie tous à tous mes... Il y avait une question, Ah, là. pardon, il y avait encore une... Deux en plus, en vrai. Une en forme de boutade, compte tenu qu'il y a beaucoup de nappes phréatiques dans Paris, il y aurait pas une nappe dans le coin, puisqu'il y a pas loin dans le 13e, il y a une nappe phréatique où on va chercher de l'eau, et puis la Bièvre a été couverte, donc peut-être qu'elle a fait des négatifs. Et puis la deuxième, c'est il y a une polémique sur la culture hors sol, et notamment le contenu vitaminique, acide, etc. Voilà. Alors, je suis pas sûre que le micro ait bien marché pour ceux du fond. Donc, il y avait deux questions. Est-ce qu'il y a des nappes phréatiques sous le site de Saint-Vincent-de-Paul? C'était la première. Et la deuxième, quels sont les bienfaits vitaminiques de la culture hors sol? Donc, ce sera pour Berger Robin, le mot de la fin. Donc, on a des nappes phréatiques, mais elles sont très profondes, et surtout celle à laquelle vous faites allusion dans le 13e, elle est extrêmement profonde. Enfin, voilà. Donc, ça, enfin, voilà. En réalité, même si on infiltrait de l'eau, d'ailleurs, elle n'irait pas, ou alors elle mettrait plusieurs décennies pour arriver dans cette nappe du 13e, qui est notre réserve d'eau potable très pure en cas de guerre, même. Voilà. Pardon? Oui, il y a une prise d'eau, oui. Mais c'est presque folklorique aujourd'hui, mais c'est une vraie réserve d'eau, je veux dire, en cas où, un jour. Voilà. Et la Bièvre, je ne me rappelle plus la question sur la Bièvre. Oui, elle a été couverte, mais aujourd'hui c'est un réseau d'assainissement, et d'ailleurs elle arrive en Seine, à Austerlitz. Enfin voilà, elle est à l'amont, en tout cas, à l'amont, cette Bièvre, notamment dans le 94, elle fait l'objet de projets de reconquête, de découverture. Maintenant, dans Paris Intramuros, c'est quand même assez difficile parce que aujourd'hui, c'est un réseau qui est très maillé avec des rejets d'eau usée dedans ou voilà. Question 2, tu peux me la rappeler? La culture hors sol, est-ce que les bienfaits vitaminiques Ah, c'est pas une question en fait, je comprends pas. Est-ce que tu sais qu'il y avait une polémique actuelle sur D'accord. est-ce que la culture hors sol a la qualité Ah, une qualité. Ah, ça faut. Ouais, c'est compliqué. Normalement non. On a en termes de qualité nutritive. En fait, ce qui va faire vraiment la différence, c'est pas tant, c'est vraiment les variétés qu'on va utiliser. Enfin, on peut avoir une qualité hors sol avec des variétés anciennes, nutritives excellentes, alors qu'en plein sol, on va utiliser des variétés modernes. On va avoir une qualité nutritive bien plus. À qualité égale. Ça me dépasse un peu. Comme ça, je pense que non, il n'y a pas vraiment de. À partir du moment qu'on va réamender notre substrat, qu'on va lui redonner justement des nutriments dans le sol et de la matière organique et des minéraux, normalement il n'y a pas de souci. Hein. Mais là en fait, mais justement c'est pour ça que c'est ce que je vous dis en fait sur du hors-sol. En effet, au bout de 6 mois, si on a une culture courte, 1 an ou 2, on peut avoir des carences. On le voit, le végétal il réagit, il change de couleur, ainsi de suite. Mais à partir du moment que justement régulièrement on fait des amendements en compost, non, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je le vois bien sur les toits, il y a des framboisiers qui continuent à produire d'année en année parce qu'on enrichit avec du compost et les fruits sont toujours excellents. Sur cette note gustative et positive, je vous propose qu'on conclue. Je vous remercie à tous et à toutes, merci aux intervenants. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine petite conférence. Le 17 juin prochain sur les communs urbains à Saint-Vincent-de-Paul.